Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour cela que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, je reçois Maxime Baumard, le CMO de Penny Lane, une plateforme tout en un de gestion financière et de comptabilité pour les dirigeants d'entreprise et leurs experts comptables. Penny Lane est une véritable scale-up puisqu'ils ont connu une croissance phénoménale depuis la création de logiciel en 2020. Ils sont aujourd'hui plus de 80 employés, dont une belle équipe marketing dirigée par Maxime. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez Penny Lane pour cet épisode, c'était de comprendre à quoi ressemble une équipe marketing, comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont les rôles de chacun et comment construire une équipe marketing de choc pour sa startup. Et comme à mon habitude, j'ai posé toute une série de questions bien précises à Maxime pour en savoir plus sur le sujet. Je vais vous donner quelques-unes des questions que j'ai posées à Maxime. Première question, quelle est la structure type d'une équipe marketing dans une startup ambitieuse qui cherche à avoir de la croissance sur son marché? Deuxième question, quelles sont les différences entre les équipes marketing de maintenant et celles d'il y a 10 ans? Troisième question, comment se fixer des objectifs d'équipe et les atteindre? Quatrième question, comment une équipe marketing peut fonctionner à distance? Donc on le sait aujourd'hui, le remote, ça fait partie de nos vies. Cinquième question, comment recruter les bons profils pour son équipe marketing? Quelles questions poser et quels critères de sélection utiliser? Et enfin, comment créer une culture propre à son équipe marketing afin d'avoir une bonne synergie? J'ai également posé à Maxime deux questions sur leur organisation. La première, c'est est-ce qu'ils ont des rituels et habitudes pour collaborer tous ensemble? Et comment nous, est-ce qu'on peut mettre ça en place au sein de notre propre structure? Deuxième question d'organisation, c'est quels sont les outils qu'ils utilisent au quotidien pour gérer leurs campagnes, leurs projets internes et leurs prospects. Et voilà, je viens de vous donner le programme de cet épisode. Si les réponses à ces questions vous intéressent, je vous propose d'écouter ma conversation avec Maxime maintenant. Hello Maxime, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Et toi, Danilo? Trop bien, merci. Est-ce que tu peux peut-être te présenter à l'audience et nous parler de Penny Lane, qui est un super logiciel que j'aimerais bien pouvoir utiliser, mais comme on le disait tout à l'heure, je suis en Belgique, donc je ne peux pas l'utiliser. Vas-y, je t'en prie. Ouais, ça marche. Donc, je m'appelle Maxime Baumard, j'ai 34 ans. Je suis originaire de l'ouest de la France et je vis à Nantes, même si je travaille pour Penny Lane, dont le siège est à Paris. Moi, j'ai toujours aimé le marketing et c'est toujours ce que j'ai fait dans des contextes de forte croissance. Construire des équipes marketing pour amener de la croissance et de la scalabilité dans la tech, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Et donc là, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai rejoint Penny Lane, qui est une boîte tech qui permet à la fois à des dirigeants de TPE-PME de pouvoir gérer l'ensemble de leurs sujets financiers, gestion des achats, gestion des ventes, des factures et pilotage de trésor, et en même temps, à leur expert comptable de pouvoir faire la production comptable au sein de ce même outil. Donc, ce qui veut dire qu'en ayant ces deux personas réunis sur une seule plateforme, ça permet vraiment de faire en sorte que quand l'un travaille, il travaille pour l'autre et il fasse gagner du temps à l'autre et inversement. Et en l'occurrence, ça, c'est quelque chose qui est hyper innovant sur le marché en France. Aujourd'hui, on cible principalement les entreprises françaises, vu qu'on touche à un sujet un peu complexe qui est celui de la comptabilité. La scalabilité sur les autres pays se fera, mais se fera progressivement. Donc voilà pour ce qu'on propose chez Penny Lane, et la particularité vraiment de cette entreprise, voilà, c'est sa capacité à croître très rapidement, vu qu'elle a été fondée par des gens qui ont déjà l'expérience de la croissance dans des boîtes précédentes en amont, avec un focus sur le produit qui est hyper fort et une équipe produit qui est particulièrement efficace et reconnue sur ce marché. Vous avez quand même plus de la moitié de votre équipe, je pense, qui est produit. Donc l'équipe tech, c'est 80 personnes, je pense. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de personnes pour un logiciel. Donc je suppose que le logiciel doit être très complexe, qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Tout à fait. Ouais, on est sur un marché qui est un marché de features, de fonctionnalités. Et puis avec cette volonté justement de couvrir à la fois toutes les fonctionnalités pour le dirigeant et toutes les fonctionnalités pour les comptables, il y a une roadmap qui est relativement solide. Ouais. Ok. Bah, tu m'as dit qu'en 1 an et demi, vous êtes passé de 0 à 180. Enfin, je suppose qu'il y a une grosse levée de fonds, évidemment l'idée était super et que ça a attiré plein d'investisseurs. Après, il a fallu le créer, cet outil. Donc je suppose que ça a été très très vite et vous avez créé l'outil, vous avez eu des clients, vous avez vite scalé. Et toi, finalement, aujourd'hui, dans ce genre d'environnement, tu t'y retrouves bien parce que précédemment, tu étais également dans une scale-up, c'est bien ça, en tant que CMO? Tout à fait, ouais. Moi, mon expérience précédente était dans une entreprise qui s'appelle iAdvise, qui est assez connue aussi en Europe, qui fait partie du Next 40 en France et qui est présent aussi aux États-Unis. Un petit peu la même chose, une boîte qui a scalé
je l'ai rejoint, on était 5 et on est monté jusqu'à à peu près 200 collaborateurs au moment auquel je suis parti. Sur une boîte qui fait autant de chiffre d'affaires en Europe qu'aux États-Unis, donc qui aussi a connu une croissance internationale assez intéressante. Mais la croissance et la scalabilité d'une boîte en 2010 versus ce qu'on est en train de prendre comme trajectoire là, en 2020, j'ai l'impression que les vitesses et les contextes de croissance ne sont juste plus du tout les mêmes, que aussi les profils et on va dire l'expérience qu'ont les gens, même les jeunes talents, n'ont plus rien à voir par rapport à ce qu'on pouvait recruter en 2010. Donc, c'est deux expériences qui sont à la fois comparables et à la fois dans un contexte qui est tellement différent que la nouveauté est super intéressante. Non, mais je vais justement t'en parler, c'est quelle différence tu fais entre les équipes marketing d'il y a 10 ans et celles de maintenant. Mais juste avant, peut-être que tu peux nous expliquer justement quel est ton quotidien finalement en tant que CMO. CMO, Ouais. ça veut... Voilà, tu es le Chief Marketing Officer, donc c'est toi qui gères tout le marketing. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une grosse partie de ton job qui est liée à des recrutements, ou peut-être que je me trompe totalement. Est-ce que tu peux limite nous expliquer comment tu vois le rôle des CMO de base et qu'est-ce que toi finalement tu fais dans une scale-up comme Penny Lane? Le rôle du CMO pour moi dans une boîte tech, il repose vraiment sur 3 piliers. Le premier, c'est de construire l'équipe et de la faire grandir. Donc, quand on est en phase de scaling, le recrutement occupe effectivement une place super importante et on pourra en reparler, mais vraiment un sujet managérial. Okay. Je construis mon équipe et je fais en sorte que les gens que je recrute s'épanouissent professionnellement et grandissent. Le deuxième, le rôle du CMO pour moi, c'est vraiment de définir un cap, c'est-à-dire de fixer des objectifs, en être responsable, donner les grandes lignes d'une stratégie, porter une vision. Et le troisième sujet, c'est de permettre l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut parfois peut-être avoir tendance un peu à reproduire des méthodos, reproduire les choses qui se font en termes de marketing tech, marketing B2B. Or, c'est l'innovation qui fait qu'on va aller plus vite que les autres et qui fait qu'on va aller chercher justement des points de croissance supplémentaires. Pour moi, c'est mon rôle à moi de faire en sorte que mon équipe ait la capacité d'innover, aussi bien dans ses méthodologies que dans son autonomie sur un tas de choses, justement, permettre l'innovation. Et donc, effectivement, aujourd'hui, si je te parle de mon quotidien, de celui d'un CMO qui est là depuis 6 mois et dans une boîte qui est relativement jeune, effectivement, le recrutement, ça occupe au moins un gros tiers de mon emploi du temps. Penser la construction d'équipe, sourcer les candidats, même si on a une super équipe Talent Acquisition chez Penny Lane, mais voilà, rencontrer les candidats, leur faire passer des cases, négocier leur arrivée, c'est c'est un tiers de mon temps aujourd'hui. Ok, super. Et puis après, il y a la partie innovation. Comment ça se matérialise de ton côté? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire de ce côté-là? Est-ce que tu vas juste challenger les équipes ou est-ce que tu vas amener des idées et eux vont ensuite les creuser? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe par le fait d'avoir un fonctionnement déjà qui permet d'amener de l'agilité dans son quotidien. Nous, on a une équipe marketing qui fonctionne avec un système de sprint un peu comme une équipe tech, qui veut dire qu'on ne planifie les projets que sur une période de 2 semaines. Okay. Toutes les 2 semaines, on planifie de nouveaux projets. Ce qui fait qu'en fait, si on a une nouvelle idée, cette idée-là, elle n'attend pas 6 mois avant d'être exécutée, mais potentiellement, on peut commencer à travailler dessus dans 2 semaines. Ouais. Donc là, c'est la première chose, je pense, c'est vraiment se donner une organisation de travail qui permet l'agilité. Deuxième chose, en fait, on a au sein de l'équipe marketing une équipe growth qui est composée de gens qui nous permettent d'être autonomes techniquement sur l'ensemble de nos projets. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont les compétences techniques, qui ont les compétences data, qui fait que dès qu'on a une nouvelle idée, on n'est pas dépendant d'une autre équipe. On n'a pas besoin d'aller chercher un intégrateur dans l'équipe tech au sens produit du terme. On a des designers, on a tout ce qu'il faut en interne au sein de l'équipe marketing. Donc, l'équipe est construite dans son organigramme de manière à, là aussi, pouvoir se dire on a une idée, on est capable de l'exécuter. Et voilà, c'est un peu les 2 piliers qui, pour moi, sont importants pour pouvoir amener de l'innovation. Et après, il y a des petits quick wins quotidiens, mais c'est des gros sujets. Donc vraiment, la méthodologie des sprints, c'est que c'est assez connu, faire ça sur 2 semaines. Et tu parlais de l'équipe Growth. Donc pour toi, l'équipe Growth, elle est intégrée à l'équipe marketing. Et dans cette équipe Growth, tu peux m'expliquer un peu les types de profils que vous avez? Je suppose que vous avez des experts, des techniciens, des experts d'une plateforme. Comment ça se passe à ce niveau-là? Donc déjà, au début, il y a... Là aussi, tu vois, on faisait parallèle tout à l'heure un peu sur ce qui a changé entre 2010 et 2020. Moi, en 2010, quand je construisais des équipes marketing, ou même en 2015, souvent, on commençait par amener la brique contenu. On disait, pour faire du marketing, il faut faire du contenu. Et donc, les premières personnes que tu recrutais, c'était des gens qui rédigeaient tous tes contenus qui servent à ta strat marketing. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que pour commencer à construire une équipe marketing, il faut aller chercher des gens qui ont des compétences. Alors, c'est un peu un fourre-tout de dire ça, mais grosses, aller chercher des grosses marketeurs. Ce que ça signifie derrière, c'est des gens qui sont en capacité d'exécuter opérationnellement des sujets un petit peu techniques.
de scrapping de données, de mise en place des dashboards de pilotage, de maîtrise justement des sujets de génération de trafic, que ça soit sur du naturel ou sur du payant. Voilà. Donc en fait, nous au début, on avait une personne qui est toujours là, qui est vraiment un gros marketeur, qui a pu un peu mettre les mains dedans et avoir une vision globale des choses pour devenir justement un Head of Growth qui est capable de manager une équipe et donc de redistribuer et d'aller chercher des expertises plus fortes sur des sujets qu'il a pu identifier comme étant ceux qui étaient importants, sur lesquels il fallait accélérer. Et en l'occurrence, aujourd'hui, donc une équipe qui est vouée à grandir, hein, mais nous, à l'équipe Growth, on a donc cette personne qui est à la tête de l'équipe Growth, qui s'appelle Jean. On a François, qui en fait est un ingénieur tech, qui est une personne avec des vraies compétences de développement, qui travaille, oui, sur des sujets d'intégration, type des intégrations de landing page, mais aussi sur plein de sujets techniques dont on a besoin quand on fait du marketing online. Et puis, on va retrouver deux autres profils. Un growth marketer, un peu au sens justement touche à tout, des sujets un peu web market. Il va mettre les mains dans un HubSpot pour aller construire les workflows. Il va construire tous les assets nécessaires pour des campagnes d'acquisition, social media, toutes ces choses-là. Et puis enfin, on a une personne, on internalise le paid marketing. Enfin, on internalise une partie du paid marketing. Et donc, on a un paid marketer qui gère nos budgets d'acquisition payant. Et ça, c'est notre équipe growth. D'accord, donc finalement vous êtes 4 dans l'équipe, enfin si je comprends bien, il y a 4 personnes dans l'équipe Growth, et alors qu'au départ, Jean était la seule personne qui gérait tout ce sujet, et puis après il a constitué son équipe puisqu'il a identifié certains leviers qui marchaient bien, et il a dû peut-être de prendre, comme tu dis, quelqu'un qui va créer des landing pages, quelqu'un qui va ensuite faire l'acquisition payante, et j'ai oublié la troisième personne, mais bref. Le tech en fait, un profil tech, et vraiment l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher après que des gens qui sont meilleurs que soi sur des sujets d'expertise. Ouais. Bien sûr. Et l'équipe marketing, ce serait peut-être intéressant de passer dessus avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, de parler de tout ça, comment ça se constitue. Mais de votre côté, vous êtes combien dans l'équipe marketing et c'est quoi un peu les profils dans les grandes lignes? Bien sûr, on n'est pas obligé de tous les faire pour qu'on puisse comprendre. Donc aujourd'hui, nous on a un petit peu, on est 10 personnes environ, c'est l'équipe marketing. En gros, moi ce que j'ai l'habitude de voir, c'est au sein d'une boîte une start-up, une scale-up, une équipe marketing souvent c'est environ 10% de l'effectif global. Ok, intéressant. Là, tu vois, chez Penny Lane, comme tu le vois, on est un peu moins, mais c'est dû au fait qu'on investit très fortement sur l'équipe produit et que le ratio produit est tellement fort. Mais on a besoin d'être entre 10 et 15 à peu près quand ta boîte fait 100 à 150 personnes. Okay. Souvent, tu vas retrouver dans les équipes marketing après, du coup, deux incontournables en termes de pôles, deux équipes. Tu vas avoir une équipe qu'on appelle grosse, mais qu'on peut appeler acquisition, qu'on peut appeler par d'autres noms, mais en gros, c'est des gens qui sont vraiment pilotés par de la data et qui ont comme objectif de te ramener des prospects, de te ramener des clients, et donc qui ont un volet assez commercial. Voilà. Le fait est que chez nous, c'est très orienté technique, perf, parce qu'on est sur un marché d'acquisition de masse. Il y a plus de 4 millions de PME en France, donc il y a beaucoup de clients à aller chercher. Donc, c'est très orienté web market, en gros. Donc, une équipe growth, c'est un des piliers qu'on retrouve aujourd'hui maintenant dans la plupart des boîtes tech en phase de croissance. Une équipe branding qui va être en fait l'équipe qui va développer la marque Penny Lane. Dans une équipe branding, on va retrouver des métiers du contenu, donc des gens qui rédigent tes contenus, aussi bien tes contenus corpo, tes blog posts, tes white papers si tu en fais, enfin bref, tout le contenu rédigé que tu vas pouvoir voir. On retrouve des profils design qui permettent d'être autonome sur la création visuelle de sa marque. Donc, c'est les personnes qui vont gérer tous les assets créatifs, que ça soit de ton site web, aux vidéos que tu vas pouvoir produire, à ta présence événementielle sur tes stands, ta PLV, toutes ces choses-là. Et puis, moi, je rajoute aussi un volet événementiel au sein de l'équipe branding, puisque sur notre secteur d'activité, la comptabilité, les événements sont relativement importants. Donc, voilà, un peu le trinôme, contenu, design, event, ça compose une équipe branding. Et ça, en fait, c'est la base. Si tu as ces deux trucs-là, avec à la tête un CMO ou un VP marketing ou un responsable marketing qui a un peu le rôle d'arbitre pour faire en sorte que les deux puissent fonctionner bien l'un à côté de l'autre sans se marcher sur les pieds, parce que parfois, les deux peuvent avoir des enjeux un peu différents. Donc, être en capacité de trancher, c'est une bonne chose, auquel on va rajouter la capacité de bien savoir externaliser certains sujets. Ça, moi, c'est des erreurs que j'ai pu faire un peu dans le passé, à vouloir un peu trop garder sous contrôle et dire c'est nous qui faisons et on fait 100% de ce qu'on produit au marketing. Je pense que c'est une erreur de vouloir être dans ce sens-là, parce que c'est ne pas aller profiter d'une expertise qu'on peut trouver ailleurs, et puis c'est aussi être très dépendant de certaines personnes de ton équipe qui un jour finiront par partir.
En plus, ouais. Voilà, pas être non plus 100% dépendant d'individus, mais savoir de temps en temps externaliser certains sujets. Tu Donc, as par des exemple, exemples peut-être? ouais, la relation presse, nous, c'est des sujets qu'on externalise. Ouais. Le payant, je te disais, on internalise le paid marketing, mais il y a un format de paid marketing, typiquement le social en paid marketing. C'est un truc, on ne sait pas très bien le faire en interne, mais on va aller chercher des gens qui savent mieux le faire que nous. Donc voilà, savoir externaliser, c'est hyper important. Donc voilà un peu pour l'organisation type. Et puis si tu veux, je peux te parler d'un truc que j'ai mis en place particulièrement chez Penny Lane. Avec plaisir. C'est un concept qui s'appelle des pods. Alors c'est un nom un peu étrange. L'idée en fait, c'est de se dire que quand tu es une équipe marketing, tu as une particularité par rapport aux autres équipes de ton entreprise. C'est que dès qu'il y a un nouveau projet qui arrive, souvent tu as beaucoup de personnes de ton équipe qui sont impliquées dessus. Je te donne un exemple. Par exemple, chez Penny Lane, on va dire, tiens, on va faire un gros focus sur les restaurateurs parce qu'il y a un gros marché là-dessus. Et donc, au sein de Penny Lane, on va dédier un product manager, donc quelqu'un du produit, qui va bosser dessus. On va dédier un sales qui va bosser dessus. Mais par contre, tu peux pas dire on va dédier un marketeur, en fait, parce que tout de suite, tu vas devoir créer des contenus, faire du design, potentiellement faire des événements. Donc, en fait, tout de suite, tu as toute ton équipe qui est impliquée sur un sujet comme celui-là. Sauf que quand tu es dans une startup, des projets de ce type-là, je sais pas, on peut appeler ça des task force, des flywheel, enfin j'ai vu plein de noms moi, dans les dernières années, des projets comme ça, tu en as presque un par mois ou tous les 2 mois qui arrivent en disant focus stratégique, on se met sur les restaurateurs, focus stratégique, on se met sur telle région de la France, on se met sur tel type d'entreprise. Et donc en fait, les pods, c'est justement une équipe au sein de l'équipe marketing avec des espèces de mini CMO, donc des gens qui sont polyvalents d'un point de vue marketing, mais qui ont cette capacité d'être dans l'opérationnel, qui savent faire à peu près 70% de ce qu'on attend d'une équipe marketing. C'est-à-dire que c'est des profils qui sont parfois assez juniors. Et donc, en fait, tu vois, exemple très concret, on lance des restaurateurs. On a une personne qui s'appelle Justine. Elle va prendre le pods restaurateur. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de gérer 2 pods en parallèle, généralement, au vu du volume. Et donc, pour les restaurateurs, c'est elle qui va produire les contenus. Elle va faire quelques paramétrages de campagne social média. Elle va faire quelques visuels basés sur les templates que l'équipe branding a produits. Elle va pouvoir produire ses petits événements. Et sur les 30% restants, qui demandent une expertise un peu plus forte, alors elle fait appel à l'équipe marketing. Et en fait, avec ce fonctionnement-là, ça permet d'avoir une personne qui est vraiment focus sur ce projet et donc d'exécuter sans se dire on fait que la moitié des choses, le focus stratégique, et en même temps de permettre à toute l'équipe marketing d'avoir la liberté d'exécuter son plan marketing sans être juste des exécutants d'idées qui viennent à droite, à gauche, un peu partout. J'allais dire, trop intéressant, parce qu'en effet, vous pouvez avoir une idée qui arrive du management, de la direction, qui dit il faut absolument qu'on touche les restaurateurs, allez-y l'équipe marketing, mettez-vous là-dessus, alors que vous avez plein d'autres projets en cours et des objectifs précis sur 3 mois ou sur 1 an à atteindre. Et du coup, ce que tu me dis là, c'est que tu as une personne, en l'occurrence Julie, qui peut prendre le relais là-dessus, Justine, excuse-moi, qui peut prendre le relais là-dessus et qui peut démarrer le projet et éventuellement impliquer une partie de l'équipe si besoin. Ouais, c'est intéressant. Voilà, et donc en fait, ça permet vraiment aussi de lancer des projets de façon structurée avec des objectifs. Voilà, on estime qu'en fonction du projet, un pod, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, et on se dit, voilà, on va lancer le truc avec tel objectif au bout de 6 mois, on donne les moyens d'un point de vue market, on fait le bilan au bout de 6 mois, soit ça devient un pod qui est intégré à la stratégie globale de la boîte parce que c'était une vraie bonne idée, soit c'est un truc qui n'était pas une bonne idée, auquel cas, voilà, projet terminé, on ouvre un autre pod. Mais ça permet, là aussi, tu vois, pour faire le lien avec le sujet de l'agilité que j'évoquais tout à l'heure, ça permet de construire de l'innovation, de tester des choses sans ralentir le reste. Mais là, ça se fait pas sous la forme d'un sprint, on est d'accord? Non, pas du tout. Non, là, ça se fait sur des périodes plus longues, mais sur lesquelles on va, là aussi, intégrer les concepts de sprint. Au sein même du projet. Des choses comme ça. Ouais, mais ça, on en parlera juste après parce que je trouve ça intéressant et j'avoue que honnêtement, les sprints, je ne sais pas dans ma boîte, je pense qu'on est une trop petite entreprise pour le faire et puis même je suis finalement tout seul sur la partie marketing. Peut-être que je me fais un peu aider par Géraldine qui bosse avec moi, mais honnêtement, c'est plus compliqué pour moi de le mettre en place, donc ça m'intéresse d'en savoir plus. Okay. Bon, écoute, c'est très clair de mon côté, donc tu as une dizaine de personnes en tout cas dans ton équipe avec toi. On va dire une équipe, on va dire pods avec 1 ou 2 personnes, j'ai bien compris. Il y a toi, puis après il y a l'équipe growth, ils sont 4, et l'équipe branding, ils sont 3 ou 4, j'ai bien compris. Et on a une autre équipe, du coup, qui est l'équipe product marketing. Donc ça, je ne l'ai pas cité comme étant dans les indispensables d'équipe marketing parce que c'est un peu du 50-50. Tu peux soit les retrouver dans les équipes produits, soit dans l'équipe marketing. Ça dépend un peu de la vision que tu veux donner à cette équipe-là. L'équipe product marketing, chez nous, c'est des gens qui sont en charge de communiquer sur les innovations produits Penny Lane. Et vu que justement on a une équipe produit qui délivre une vitesse relativement importante, on a beaucoup de choses à raconter à notre marché sur les innovations qu'on sort. Et donc on a 2 personnes dans cette équipe-là qui sont en charge du marketing produit.
Ok, d'accord, donc 2 personnes là-dessus. Mais bon, Ouais, là, on parle vraiment de la structure pour une scale-up. Pour une startup, ça pourrait être, admettons que tu devais restructurer une ouais, petite équipe dans une startup où c'est une startup avec 30 personnes. Dans ce cas-là, ouais. l'équipe marketing, ça devrait être quoi au minimum selon toi? Vu que là, ils sont Bah, 30, à peu tu près, vois, je je te disais dis, si ce sont 1%. 30, ça veut dire qu'on doit être 3. Ok, Donc d'ailleurs, enfin, je te dis ça, une équipe de 30 n'a peut-être pas besoin du coup d'un CMO ou d'un VP Market, mais en gros, tu as 3 c'est vrai aussi. exécutants. Tu Ouais, as un growth qui est là pour traiter toute l'acquisition, mettre en place ton outil de marketing automation. Tu vas commencer un petit peu à poser les bases techniques ok, et puis surtout déployer la stratégie d'acquisition. Tu as une personne qui gère le contenu, ok. qui peut être la même personne qui gère le social media, les RP, parce que tout ça est relativement lié. Peut-être même l'événementiel, parce qu'en fait, l'événementiel, souvent, c'est une forme de contenu. Il faut raconter quelque chose Ouais, sur un bien sûr, événement. ouais. Et puis, une personne qui, donc là, petit bonus, si tu as les moyens, qui va gérer ton design de manière à avoir une marque, tu vois, qui est propre, qui raconte quelque chose, et puis surtout être autonome dans l'exécution de l'ensemble de ses supports. Si tu Ouais, as bien un sûr. gros, un content, un design, dans une équipe de 30, c'est une équipe marketing qui te permet de faire des choses sympas. Ok, déjà bien solide, ouais. Et puis qui peut être géré par le CEO ou par une autre personne dans la Exactement. boîte, Ouais, tout à fait. un intégrateur. Ouais. Ok, ça marche. Donc cette règle des 10%, ça s'applique vraiment à toutes les boîtes. Admettons qu'on est 10, là on est censé être une personne en marketing, c'est bien ça que tu veux dire Non, non, ou... enfin, attends, je dis pas que c'est une règle mathématique, je dis que c'est Oui, une je sais, mais plus ou moyenne. moins. Et puis, tu Moyenne, vois, ouais. bah, typiquement chez Penny Lane, la règle n'est pas respectée, mais elle est Ouais, comme justifiée tu par l'as le dit. fait que notre équipe tech est relativement grande. Mais D'accord. souvent, en fait, il y a quand même, ça suit quand même une certaine logique mathématique, en gros, qui est drivée par un objectif financier que va être ton chiffre d'affaires, le booking, ton ARR, toutes ces choses-là. Et en fait, Ok. en partant de cet indicateur-là, souvent, tu décomposes ce qu'on appelle le hiring plan, qui va faire appel à ton nombre de sales, ton nombre de toutes ces choses-là. Et souvent, tu staffes une équipe marketing en fonction du nombre de sales. Donc, enfin, tout ça Oui, est un petit peu quand ça même aussi, j'allais dire, c'est vrai que mathématique. Ouais, si t'as une équipe de 5 marketeurs et que t'as que un vendeur, enfin un ouais, commercial, c'est voilà. un peu plus compliqué. Donc Ouais, là, enfin, j'ai ça dépend compris, là, après si tu fais du self-service. Enfin, ça, il y a plein oui, de particularités. C'est plutôt voilà, la moyenne observée. ouais, C'est pas une donnée Ipsos ou ok, l'INSEE, j'en sais rien. C'est une donnée Maxime Baumard. Moi, de ce que je vois, en ouais. moyenne, c'est 10% de ton effectif. 10% de l'effectif. Ok, ça marche, Ouais. c'est très clair. Bon, bah écoute, je te propose qu'on passe vraiment dans le cœur du sujet et qu'on aborde peut-être le sujet dont je t'avais parlé au départ, c'était vraiment les différences que toi, tu as observées entre Ouais. 2000, il y a 10 ans, on va dire 2010 et maintenant, dans les équipes marketing. Est-ce que tu parlais du fait qu'avant, on avait plus tendance à prendre des content marketeurs? Maintenant, Ouais. tu penses que c'est un peu moins important qu'aujourd'hui? Alors, Pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? ouais. Donc effectivement, en 2010, c'est un peu l'année de l'explosion de tes stratégies de contenu où tu avais besoin d'avoir un blog parce que tout ton référencement devait passer par ton blog, parce que le blog permettait d'asseoir ton expertise. Tu avais besoin de produire tes contenus parce que c'était le début de l'inbound marketing et on découvrait que en créant des études de cas, des livres blancs, tu générais des leads et c'était important. Tu avais Ouais, besoin de prendre ta place parce qu'il y avait peu de boîtes sur Twitter et sur LinkedIn et c'était un peu à celui qui produisait le plus de contenu et qui parlait le plus fort, qui permettait d'avoir une belle visibilité. C'est encore le cas aujourd'hui, sauf qu'il y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées dans les stratégies marketing. Donc en 2010, en fait, le gros focus, c'était le contenu parce que si tu étais bon sur le contenu, tu pouvais vraiment, vraiment faire la différence sur ton marché, mhm, principalement dans des univers un peu B2B tech où tu avais une cible qui était un peu connectée. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que ben, comme tout le monde s'y est mis, c'est plus un facteur de différence. C'est-à-dire que tout le monde a un blog d'entreprise. Tout le monde maintenant produit ses petites études de cas et ses livres blancs pour essayer de générer des leads. Tout le monde raconte son histoire sur LinkedIn et sur Twitter et tout. C'est plus forcément la différence, quoi. Par contre, ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu vas faire ton outbound marketing, dont tu vas piloter ta data, dont tu vas faire du paid marketing. Et c'est c'est des vrai. choses qui deviennent un petit peu plus techniques. Et en fait, je pense que la différence entre 2010 et 2020, justement, c'est toujours cette capacité de dire qu'est-ce que moi je peux faire de différent que les autres. Et en l'occurrence, aujourd'hui, moi j'estime que les boîtes qui s'en sortent plutôt bien sur du marketing tech startup sont des boîtes qui arrivent justement à faire de la bonne technique d'un point de vue marketing. Et donc, on se retrouve à recruter plus tôt dans l'histoire des boîtes des grosses marketeurs. Et tu vois, moi, par exemple, chez iAdvise, j'ai fini aussi par recruter un peu des gens qui faisaient du gros, des gens qui faisaient de la technique. Mais c'est arrivé relativement tard quand même dans l'histoire. Tu vois, c'était peut-être au bout de 3, 4 ans et ça devait être peut-être je sais pas, le cinquième collaborateur au sein de l'équipe marketing. Chez Penny Lane, la première personne qui a été recrutée avant mon arrivée, c'est un gros marketeur qui sortait de le wagon et qui avait une compétence technique. Ok. Ouais, je vois Donc ce que ça, tu c'est veux dire. un premier constat moi, qui me marque vraiment quand, sans faire le vieux du marketing. Hein, mais voilà, en 10 ans, tu vois, de prise de recul, premier truc. L'autre truc qui me marque vachement aussi, c'est
ce que sont les profils juniors sur le marché en 2020 versus ce que c'était en 2010. Je trouve qu'on a du coup là des profils juniors qui arrivent, donc des gens qui soit sortent d'études ou qui de toute façon ont fait des stages, des césures, tout ça, et qui arrivent avec une expérience internationale qui est maintenant devenue une évidence. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont presque tous vécu 6 mois dans un pays ou dans un autre et fait des espèces de morceaux de tour du monde. Beaucoup ont déjà cumulé des expériences significatives. Tu vois, chez Penny Lane, la moyenne d'âge, elle est 28 ans. Au sein de l'équipe marketing, elle est peut-être un peu plus bas, elle doit être plus basse, peut-être à, je sais pas, 26, 27 ans. J'ai des anciens de chez Google, de chez Conto, de chez Talent. Et donc, j'ai des gens qui ont énormément à apporter, quoi. Et j'ai le sentiment qu'il y avait moins, justement, c'est un peu ce turnover de boîte en boîte, de start-up en start-up, il y a 10 ans, parce qu'il y avait moins de start-up, il y avait moins de belles boîtes, et il y avait certainement une culture du travail qui était un petit peu différente, on reste plus longtemps dans les boîtes. Donc, ça amène des profils qui, voilà, c'est pas rare aujourd'hui de voir à 25 ans quelqu'un qui a fait une partie de ses études à l'international et qui est déjà passé par 3 boîtes. Et ça, c'était clairement pas le cas il y a 10 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est impressionnant maintenant les personnes qui sont aux études et qui vont avoir plein d'expériences, qui vont aller à l'étranger. Donc je comprends totalement. Après, j'avais un exemple qui me venait en tête pendant que tu parlais, c'est l'exemple de Lemlist, justement, j'ai eu le fondateur sur le podcast, où eux, j'ai l'impression qu'ils font que du contenu. Et niveau growth, j'ai pas l'impression qu'ils ont une équipe super développée, parce qu'il m'avait déjà dit qu'il ne fait pas de publicité. Donc j'ai l'impression que ces boîtes qui marchent grâce au contenu, il y en a encore. Mais c'est vrai que ne pas faire de paid marketing, ne pas faire de data, de growth, bon, c'est un peu se priver de quelque chose. Surtout qu'il y a 10 ans, je ne veux pas déformer ce que j'ai dit. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de contenu aujourd'hui. Je dis juste qu'il y a 10 ans, si tu faisais des contenus, tu prenais une grosse longueur d'avance parce que peu de gens en faisaient. Maintenant, si tu en fais, juste tu te mets aux normes du marché et donc, ce n'est pas ça ce qui te rendra différent. Évidemment, il y en a toujours qui arrivent à te sortir des très belles stratégies de contenu et qui en font un acte de différence. Mais aujourd'hui, il faut savoir dégainer une autre carte. Et cette carte, assez souvent, j'ai le sentiment, justement, c'est un peu celle d'une belle stratégie grosse, un bel alignement avec l'équipe commerciale sur lequel on se repose sur de la technique pour aller plus rapidement chercher de nouveaux prospects. Ok, je vois totalement. Et du coup, au sein de ton équipe, toi, tu as, comme tu l'as dit, tu as plein de personnes qui ont tous des rôles différents. Donc, il y a des personnes qui ont des rôles plus techniques, d'autres qui ont des rôles plus dans le design, la marque. Comment tu fais en sorte de faire vivre ces gens qui ont des métiers totalement différents et faire en sorte qu'ils se comprennent? Est-ce que tu as des meetings spécifiques pour eux? Est-ce que tu as des process? Comment tu fais en sorte qu'ils se comprennent bien et qu'ils travaillent bien ensemble? Ouais, c'est vrai que c'est une des particularités du marketing où tu prends d'autres équipes, sur une équipe sales, je caricature, hein, c'est une somme de commerciaux, globalement, beaucoup font à peu près le même travail. Des CSM, tu vois, des gens en charge d'accompagner des clients, c'est à peu près la même chose. Une équipe tech, ils se répartissent des sujets et tout, mais en gros, tu as des développeurs qui ont des particularités techniques, mais une équipe marketing, c'est une somme de gens qui font pas du tout le même métier. Et même parfois, des gens qui, culturellement, sont à l'opposé. Moi, je te donne l'exemple justement, un gros marketeur tech versus un designer ou une personne qui fait de l'événementiel. Tu te retrouves avec des gens qui ont eu des cursus scolaires et qui ont des personnalités qui sont presque opposées parfois. Et moi, c'est ça ce que j'adore en fait dans le marketing, c'est constituer une unité, une équipe qui est soudée, basée sur des gens qui ne viennent pas chercher la même chose non plus dans la boîte. Et donc, c'est super intéressant. C'est des gens que tu vas piloter complètement différemment. Justement, il y en a, évidemment, une équipe grosse, ça se pilote à la perf, à la data, ça se rémunère en partie là-dessus. Tu ne vas pas demander ça à des gens qui font du design. Ce n'est pas la même mentalité. Donc, en fait, le rôle du CMO, justement, c'est ce rôle d'alignement et d'arbitrage. C'est être capable de faire travailler ensemble ces gens-là autour d'une méthodologie qui est commune, autour de projets qui sont communs, de savoir arbitrer de temps en temps, parce que je disais ça tout à l'heure rapidement, mais assez souvent, en fait, les choses peuvent être antinomiques en termes de vision. Tu vois, je sais pas, un designer, je donne un exemple bateau, mais on va parler d'une homepage d'un site web. Un gros marketeur, il va peut-être vouloir une homepage avec des formulaires, avec des trucs à clic, parce que lui, son objectif, c'est du lead. Et le designer, il va vouloir un truc un peu plus épuré, plus en lien avec le positionnement et faire passer un message qui est un peu différent. Et toi, ton rôle, justement, c'est de ni faire du 50-50 parce que ça ne marche pas. Donc, c'est de savoir trancher de temps en temps. Ouais, je vois. D'accord. Voilà. Et donc, je pense que la base pour réussir justement à trancher, justement, passe par une organisation, des méthodologies de travail qui sont communes, le fait de réunir au même moment tous ces gens-là, pour que chacun ait une compréhension en fait du rôle de chacun, du quotidien de chacun,
C'est encore plus le cas quand tu as une partie de l'équipe qui est en remote, où c'est pas la même chose que quand tu peux passer derrière l'ordinateur d'un collègue et voir que un tel bosse sur tel sujet. Voilà. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui va se passer en sous-équipe, où là, on peut rentrer un peu plus dans les profondeurs métiers. Ok, mais justement, parce que tu parles du remote, c'est un gros enjeu maintenant depuis 2 ans, mais toi, tu m'as dit que finalement, ça fait 1 an et demi que vous existez et vous êtes toujours Ouais. fonctionné en remote. Comment ton équipe fonctionne en remote? Ça, c'est intéressant. Bon, nous, Ouais. par exemple, c'est Slack, c'est Zoom, etc., c'est Notion. Comment ça marche Ouais. pour vous? Comment ça marche pour nous? Alors déjà, on n'est pas tous en remote. Enfin, déjà, Pennyline, c'est une boîte qui s'est créée en 2020, donc en fait, qui est un bébé du Covid, donc qui a été Ouais. qui s'est créé au début quand même sur les bases du remote, mais tout le monde n'y est pas. Donc toute l'équipe tech est en full remote, mais c'est pas le cas des autres équipes. En fait, pour moi, le sujet du remote, avant de te parler de la technique, quels sont les outils qu'on met en place pour que ça fonctionne bien, je pense que le but, c'est pas de savoir si individuellement on sait travailler en remote. À partir du moment où tu recrutes des gens à qui tu fais confiance, chacun est capable de travailler en remote. Pour moi, le sujet, c'est de savoir manager en remote. Et en fait, moi, je base ma structure du remote là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a certaines équipes au sein du marketing qui ne font pas de remote. Enfin, pas de remote au sens tous les gens vivent à Paris et viennent au bureau la plupart du temps dans la semaine. Là où j'ai d'autres équipes, où j'ai des gens qui vivent à Nantes, à Rennes, parce que justement, j'ai des managers un peu plus seniors qui sont en capacité d'amener cette structure justement d'équipe qui permet de créer une équipe à distance. Là où un manager un peu plus junior, pour moi, va avoir besoin de plus être en lien direct avec ses équipes, de plus être sur le terrain. Et donc, voilà, il faut savoir un peu construire cette hybride en fonction de la structure managériale. Et puis après, une fois que tu as un peu construit le fonctionnement, vient justement l'importance de tout ce que moi j'appelle les rituels, qui sont des rituels à distance ou en présentiel. Justement, les rituels à distance, c'est tout ta stack outils qui te permet de te retrouver, qui permet de documenter les choses. Donc nous, en l'occurrence, on est des gros utilisateurs de Notion en interne, qui est qui est une base de connaissances énorme et qui permet de documenter chacun des sujets et donc à distance de bien savoir travailler. Et tu vois, ça me fait penser c'est Marc Benioff de Salesforce qui disait ça là récemment, je ne sais plus sur quelle conférence, qu'en fait, ton headquarter digital va devenir plus important dans les années à venir que ton headquarter physique. Ouais, Et ça, moi, j'y crois à fond, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai connu, par exemple, iAdvise, où on avait énormément investi sur le headquarter physique en disant les gens, on va les attirer pour bosser chez nous parce que bosser chez iAdvise, ça va être une formidable expérience de travail. Et c'était le cas. Un cadre de travail qui était fantastique, des bureaux magnifiques. On était un peu ces premières startups un peu avec de la free food dans les bureaux, avec plein de conférences, plein de trucs qui se passent en interne, qui faisaient que c'était génial d'y bosser, quoi. Et maintenant, j'ai le sentiment que ouais, ton headquarter digital, ce que tu proposes en ligne pour avoir accès à de l'information, pour avoir du partage, va devenir presque plus important. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Pennyline. Donc, les 2 outils, c'est vraiment le Notion et le Slack, qui permettent de documenter les choses, de faire vivre une culture d'entreprise, de faire vivre les échanges au travers de ces outils-là. Mais ça ne remplacera jamais le présentiel, et c'est pour ça qu'il faut aussi rajouter à ça une couche un peu de rituel présentiel. Tu vois, justement, je te parlais des Tech Days. On est en plein dedans là chez Pennyline. Tous les trimestres, on fait venir toute la boîte pendant 3 jours. Il y a des conférences métiers, on fait venir des intervenants externes. Il y a une soirée où on peut boire des verres ensemble et passer un bon moment parce que boire des verres en visio, ça ne marche pas. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir bien structurer. Je veux bien qu'on revienne rapidement sur Notion et sur Slack. Par exemple, sur Slack, vous avez plusieurs chaînes Slack dédiées, une seule, une chaîne par équipe, donc une chaîne growth, une chaîne branding, une chaîne design. Comment ça se passe à ce niveau-là? Et après, nous parler aussi de Notion, mais je te poserai sûrement les bonnes questions. Ouais, le Slack, on n'a pas inventé grand-chose, hein, et encore une fois, on n'a que 1 an et demi, donc attention. Donc on a plusieurs canaux. Tu as un canal général où il y a toute la boîte dessus, puis après tu vas retrouver plein de canaux métiers, mais aussi plein de canaux projets qui permettent de vraiment prendre des décisions assez facilement. L'usage qu'on en fait, c'est vraiment, et donc quand je te dis qu'on a 1 an et demi, attention, c'est que j'attends de voir ce que ça va être dans 5 ans. Est-ce que ça va pas devenir un gros fourre-tout où on pourra plus rien retrouver? Je pense que c'est important d'avoir un peu une hygiène de vie, de temps en temps closer des canaux, savoir bien s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons et que chaque canal ait bien un usage bien précis. Ouais, c'est clair. Et en fait, l'idée du Slack et de Notion, c'est de se dire quand j'ai envie de traiter un sujet avec quelqu'un, est-ce que je ne peux pas d'abord le traiter par écrit?
Et est-ce que je ne peux pas d'abord le traiter en asynchrone avant de booker un meeting, de faire un hangout où je rajoute très 1, bien dit. 2, 3 personnes et de bloquer 1 heure à tout le monde. Et en fait, quand tu commences à faire ça, c'est-à-dire que quand tu dis, tiens, j'ai un sujet, il faut que je vois avec un tel mon sujet X ou Y, et que tu commences du coup à rédiger un peu ton sujet, rédiger ta problématique, je dirais que presque 1 fois sur 5, en le rédigeant, tu trouves ta réponse toi-même. Tu te dis, en fait, ce truc-là, c'est bon, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de les réunir, je vais faire mon truc tout seul. Et si tu ne la trouves pas, ça veut dire que tu exposes par écrit ton problème, potentiellement tu exposes par écrit aussi différentes hypothèses de solutions, et puis souvent tu itères dessus, donc ça peut être sur Slack ou ça peut être appuyé sur une page Notion qui est un petit peu plus construite, tu peux rajouter des éléments, et ce qui fait qu'en fait le problème se résout par écrit et évite à tout le monde de perdre en mode synchrone, tous en même temps, 1 heure derrière son ordinateur à faire un hangout qui, dans plein de cas, sert en fait juste à fixer la prochaine réunion, quoi. Donc en fait, ce concept de on passe par l'écrit pour parler d'un sujet, que ce soit par Slack pour le sujet rapide ou par Notion pour un sujet qui mérite d'être un peu plus documenté. Moi, du coup, j'ai découvert ça chez Penny Lane parce que c'était un travers peut-être dans lequel on était un peu passé dans des boîtes précédentes. J'ai le sentiment que ça me fait gagner presque 1/4 de mon temps sur ma semaine. Parce que quand on est CMO, on a quand même pas mal de meetings dans la semaine. Et quand on t'enlève tous ces petits meetings qui étaient juste pour je veux te voir pour te parler d'un sujet, c'est un régal. Ouais, mais tu as clairement raison. Franchement, c'est trop bien de ce que tu as dit là, c'est le fait de régler un problème à l'écrit. Même quand je dis à l'écrit, c'est même pas par Loom. Loom, c'est l'outil que tu utilises pour enregistrer, pour t'enregistrer. Donc ça peut aider, mais à l'écrit, j'ai remarqué que c'était mieux aussi, en effet, de poser ta problématique par écrit. Et comme tu dis, exposer déjà des solutions potentielles, laisser voter les gens, les laisser réagir, plutôt que de faire une réunion dès qu'il y a un souci. Donc je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que moi aussi, au début, quand on a commencé à augmenter en taille, j'ai voulu faire de plus en plus de réunions toutes les semaines, faire des réunions pour parler de nos packs, etc. Et de différents projets, alors que finalement on se rend compte que ça peut être réglé directement à l'écrit sur Slack. Et sur Notion, je te rejoins là-dessus aussi, hein. C'est le fait de faire une page parfois, exposer un projet, laisser les gens commenter, mettre leurs idées, c'est top aussi, et ça permet encore une fois d'éviter la réunion, parce qu'on sait que ça casse toujours un peu notre après-midi ou notre matinée. Et justement, peut-être parler des réunions, mais tu parlais de rituels. Est-ce que vous avez des rituels, c'est-à-dire de meetings à 10, ou est-ce que vous faites plutôt des meetings par équipe? Ça m'intéresse aussi de le comprendre. Ouais, alors oui, les rituels, toutes les semaines chez Penny Lane, 9h15, on a le weekly meeting qui dure généralement 1 demi-heure, et c'est toute la boîte en hangout. Il est rapide. Toute la boîte toute la boîte, ouais. Alors, évidemment, tout le monde ne prend pas la parole, mais tout le monde assiste à ce meeting-là. Et on a Arthur, notre CEO, qui passe le bonjour à tout le monde, qui souhaite une bonne semaine. On présente les chiffres, les perfs de la semaine passée. On fait 1 ou 2 focus sur des sujets en cours, où là, des gens donc, en interne prennent la parole et présentent les choses. On présente toutes les personnes qui viennent d'être recrutées. Pas celles qui sont encore arrivées, mais plutôt on vient de recruter un tel, ce qui fait qu'on a déjà vu leurs photos, on a leur tête avant qu'ils arrivent. Et on lance la semaine. Et donc ça, c'est le seul et unique moment où on est tous évidemment sur un hangout. Et après, moi, plus pour parler de l'équipe marketing, on a un fonctionnement où on s'est réunis tous les lundis après-midi sur un format d'1 heure qui est soit justement un lancement de sprint ou soit un point de mi-sprint, qui est un point où il est un peu divisé en trois parties. Au début, c'est assez informel, juste voilà comment était le week-end, les petites news de chacun, qui peut être anecdotique, mais qui a son importance. Un deuxième sujet qui est en fait, moi, de par mon rôle de CMO, j'ai accès à des informations du COMEX ou de genre de choses-là, ou des échanges que je peux avoir avec des homologues qui pilotent les équipes, que je redescends à mes équipes, sur lesquelles on discute, un peu donc de l'info descendante. Et après, troisième point, c'est on parle du sprint. On définit les projets qu'on veut exécuter ensemble, on s'aligne, et donc on documente ce sprint-là, et c'est parti. Et puis le lundi d'après, on fait un point de mi-sprint pour voir si on s'est planté ou pas dans notre estimation du temps, dans l'organisation des projets, s'il faut ajuster les choses. Et voilà un peu le rituel qu'on a. Ça, c'est les 2 meetings dans la semaine qui ne vont pas bouger. Le meeting le vendredi pour faire le point, parce que moi je fais parfois les meetings le vendredi pour faire le point, mais je constate que ça sert de plus en plus, c'est pas à rien, mais bon, je pense que ça peut être remplacé par un seul qui est peut-être plus long, qui peut durer jusqu'à 1h30. Enfin, moi mes meetings le lundi durent 1 heure et le vendredi durent 1 demi-heure généralement. Ok, non, moi j'en ai qu'un seul, et après par contre je vais avoir des one-to-one avec les gens que j'ai dans mon équipe et tout, mais c'est les seuls points, et du coup tu vois les 2 sont le lundi, ce qui veut dire que tout le reste de ma semaine, a priori, elle n'est pas bloquée. Moi j'ai connu des années parfois où je débutais ma semaine le lundi, j'avais presque déjà plus de dispo dans mon agenda parce que j'avais que des meetings.
Et donc Ouais, là, c'est voilà, chouette. vraiment, l'usage de Notion, l'usage de Slack de façon intelligente a vraiment épuré mon agenda de façon considérable. Pour éviter les meetings, ouais, c'est ça, Ouais, ça pourrit, enfin, ça, bah, j'ai bien ça pourrit, mais oui, ça pourrit un peu la vie des managers, on va dire, d'avoir beaucoup de meetings. OK. ouais. Autre question, tant que j'y suis, c'était, durant vos meetings, est-ce que vous suivez des KPI particuliers, genre chaque semaine, vous dire: «Bah, tiens, on a généré, X nombre de prospects, on a un coût d'acquisition, de temps». Est-ce que vous faites ça aussi ou vous allez plutôt regarder ça sur le mois ou sur le trimestre? Ah Je ouais, dirais non, plutôt le mois. enfin, tu vois, c'est marrant, j'en ai pas parlé sur la différence entre 2010 et 2020, mais là aussi, ce qui est assez énorme et c'est porté par les outils, c'est la capacité à bien piloter la performance. Ouais, Et aujourd'hui, que ce soit des Metabase, ou intégrés, tu vois, des HubSpot, ou bref, tu as des centaines d'outils qui te permettent vraiment d'avoir un pilotage assez fin de ton activité. Donc, non, c'est même pas de façon hebdo, c'est de façon quotidienne, voire plusieurs voilà, fois dans la journée, où moi, je regarde vraiment les perfs et on discute de perfs, des perfs marketing. Donc, on va suivre principalement, nous, il y a 4 indicateurs qu'on regarde quotidiennement, tu vois, avec le Head of Growth. C'est les leads ouais. qu'on récolte, les démos qui sont bookées, les démos qui sont réalisées et les deals qu'on a closés. OK, d'accord, ouais, je Et vois. en fait, on a vraiment des dashboards avec des courbes qui sont dessinées sur le quarter et on a notre petit point qui monte et qui nous dit si aujourd'hui on a pris de l'avance, on a pris du retard et comment on est par rapport à cette courbe-là. Et après, Ouais. vu que nous, on a une stratégie paid marketing qui est importante dans les stratégies d'acquisition, ben, on regarde aussi justement les coûts d'acquisition et les campagnes qui performent plus que les autres. OK, et donc si jamais il y a des dysfonctionnements, là, vous allez potentiellement en parler durant un meeting, dire: «Tiens, là, pour l'instant, le nombre de prospects est assez bas en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?» Ouais, mais tu vois, justement, l'idée de ne pas avoir de meeting, enfin, c'est que s'il y a besoin d'en parler maintenant, on en parle maintenant, quoi. Ouais, je vois. Si le sujet suprême, il est là, il ne faut pas se dire, on aura notre meeting de vendredi pour en parler. Vous en parlez Et directement sur justement, Slack ou d'avoir dans par, sa semaine, tu vois, moi, en tant que CMO, d'avoir un agenda qui est relativement aéré pour que mes équipes, si elles ont une urgence, puissent venir me voir, c'est aussi ça, pour moi, mon rôle, c'est d'être disponible pour eux. d'accord, je vois. Tu vois, et idem pour Max des candidats. Tout à l'heure, je te disais que le recrutement, c'était une grosse partie de ma semaine. Imagine si j'ai un candidat, je lui dis on peut se voir, mais alors on se verra dans 10 jours, ou alors le seul créneau que j'ai, c'est faut se montrer disponible pour atteindre ses objectifs aussi, quoi. c'est un peu ce qui m'arrive parfois, c'est que j'ai plus de créneaux disponibles et je dois toujours reporter, Ouais, et c'est vrai que, ouais, moi, après, moi, j'ai pas seulement les meetings avec l'équipe, hein, ça peut être avec tes clients, bah, aussi avec ouais, toi, finalement, on fait un podcast, donc ça prend tout toujours à du temps. fait. Donc pour parler du recrutement, tu parlais de ça il y a un instant. Tu m'as dit que ça faisait partie de un tiers de ta semaine. Donc comment est-ce que tu t'organises là-dessus? Est-ce que tu vas toi-même faire des recherches? Est-ce que tu vas poster des annonces? Ou est-ce que tu t'occupes juste des, comment dire, des candidats qui arrivent, tu bookes des meetings Ouais. avec eux et tu fais le point? Comment ça se passe de ton côté? Bah, la chance qu'on a, c'est que nous, le recrutement, c'est un axe ultra stratégique pour nous. Donc, on a une équipe quand même qui est bien staffée pour travailler là-dessus, ce qu'on appelle une équipe talent acquisition, où en fait, on a, bah, moi, pour le marketing, par exemple, j'ai une personne qui est référente, enfin, pas que pour le marketing, hein, on a une personne qui est référente acquisition de talent pour l'équipe sales et l'équipe marketing en même temps. Ce qui veut dire que cette personne-là va être celle qui va réaliser la chasse de profils, rédiger les offres, toutes ces choses-là. Néanmoins, son autonomie n'est pas non plus à 100% puisque j'ai besoin de la briefer. C'est-à-dire que moi, je lui dis, j'ai besoin de recruter tu vois, un profil X ou un profil Y. C'est moi quand même qui vais rédiger une partie de l'offre. On a un système qu'on appelle le scorecard où en fait, Ouais, je reçois tu vois, une sorte de forms et je remplis en fait ce forms-là qui lui permet à elle de rédiger l'offre. Une fois qu'il y a l'offre, il faut que je définisse un peu le profil type que j'ai envie de recruter. On se met d'accord et donc elle, après, ben, lance ce qu'on appelle un screening. Donc, elle va aller chercher des profils pour faire de la chasse dessus. Mais je t'avoue que moi, j'en fais aussi en direct. Ça va dépendre des postes, hein, mais en ce moment, par exemple, je suis à la recherche d'une personne, on appelle un head of brand, la personne pour gérer l'équipe brand, donc contenu, design, événementiel que j'évoquais tout à l'heure. Bon, c'est des profils où j'ai quelques noms en tête. Il y a quelques personnes que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Donc, dans ce cas, je vais les chercher en direct. ok, Euh, je vois. voilà, et puis j'estime aussi que c'est une personne que j'aurai en management direct. C'est pas déconnant que moi, en tant que CMO, j'aille chercher cette personne-là directement. Je pense que ça démontre aussi d'un réel intérêt et d'une vraie authenticité dans notre recherche de profil. Donc, la chance de pouvoir travailler avec cette personne-là sur l'acquisition, d'être bien outillé aussi pour bien suivre justement son pipeline de candidats et avoir une bonne communication. On utilise un outil qui s'appelle Lever, qui permet justement à moi tu vois, on a une boîte qui a une marque employeur qui est assez intéressante et qui recrute beaucoup. Donc, quand on poste une offre, on peut avoir quelques vingtaines de candidatures qui arrivent chaque jour. Donc, ça prend un peu de temps, tu vois, de les screener, de les regarder, de faire des retours. Et puis après vient la phase d'entretien.
Et donc, en fait, nous, la vision qu'on a un peu chez Penny Lane, c'est que les entretiens doivent être smart mais courts. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vite. Tu rencontres jamais, enfin, tu as rarement plus de 3 entretiens. Par contre, tu as dans ces 3 entretiens-là un use case et un accès à un C-level dans tes entretiens. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je recrute quelqu'un en marketing, bah, tu vas parler au CEO, alors qu'on est une boîte de 150. Et on va te proposer un use case. Bah écoute, moi pour l'instant, moi, comment ça se passe, c'est qu'il y a un premier entretien, un peu de prise de connaissance, donc plutôt informel, un deuxième avec, comme tu dis, un use case, en tout cas plusieurs cas, pour comprendre le niveau de compétence de la personne, mais surtout ses talents. Et le dernier, c'est un peu l'entretien final où on discute des derniers détails et généralement, moi je le fais avec 2 ou 3 candidats finaux. Toi, c'est plus ou moins la même chose aussi? Moi, en fait, le fit, je vais presque le jouer sur le use case. Donc, on a un premier entretien, comme tu dis, le premier entretien d'échange pour rencontrer la personne, enfin mutuellement se rencontrer en fait, et puis également checker si oui ou non ça colle par rapport aux compétences et la fiche de poste. À ce moment-là, je lui dis que cette personne-là va avoir un case à faire, je lui laisse une semaine, et la restitution du case, elle le fait devant plusieurs personnes. On peut être 2 ou 3, mais c'est des gens à qui j'ai envie de dire, ben voilà, faut que tu me dises si tu te verrais bosser avec cette personne-là ou pas. Donc, ça peut être je sais pas, mon designer et la personne du contenu, par exemple. Et si le case est validé, alors on fait un dernier entretien. Plus, en fait, c'est pas qu'à nous de valider le fait de vouloir travailler avec cette personne. On a envie que cette personne-là aussi puisse se dire j'ai envie de travailler avec eux. Un peu en mode sélection, nous aussi, quoi, sur les entretiens. Donc, voilà, je vais lui faire rencontrer notre CEO ou la personne en charge du produit, enfin quelqu'un du COMEX, pour qu'aussi le candidat puisse poser toutes ses questions, comprendre pleinement la vision de la boîte. Ouais, c'est ça que j'entends aussi par le dernier entretien. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un entretien comme ça. Par contre, il y a un truc que je pense beaucoup pour les prochains entretiens, c'est s'assurer que la personne est un bon fit avec l'équipe. Comment si tu fais en sorte de, avant même que la personne ait rencontré ton équipe, à savoir si c'est le bon fit, si la personne va bien s'intégrer à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans l'équipe? Ça, c'est une question que je te pose vu que tu as l'expérience en entretien. Je vais peut-être un peu contourner ta question. Alors, c'est clairement en fait subjectif, c'est-à-dire que le fit, tu le sens ou tu le sens pas. Et voilà. Alors après, il y a des petites questions que tu peux t'amuser à poser pour voir un peu le degré de créativité, le degré de folie, le degré. Je sais pas, je vais faire un exemple très concret, mais j'en sais rien. Tu vois, nous, on a un fit, on a une culture qui est très start-up, on est très en veille sur les sujets d'innovation. Moi, je demande toujours à tous les candidats, c'est quoi la boîte qui te fait rêver sur l'univers du business et de la tech. En fonction de la réponse, je vais être en capacité de savoir si la personne me dit Facebook, je vais me dire, OK, tu sais me citer une boîte tech, mais voilà, si on va me chercher un truc un peu plus pointu, un peu plus précis, ça va sortir un trait de caractère. Par exemple, s'il y en a qui te dit Conto, c'est pas mal pour toi, quoi. Voilà, Conto, c'est logique, c'est cohérent. Je vais demander pourquoi et on va pouvoir avoir une discussion assez construite dessus. Je vais toujours demander aussi aux candidats le job qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient petits. Parce que c'est là où tu te mets à parler un peu de sujets, où tu découvres la personne. Je vais demander des trucs du type, je sais pas, mis à part tes mails et ton social media, c'est quoi l'app sur ton mobile que tu utilises le plus souvent? Tu as des petites questions un peu bêtes qui permettent de rencontrer un petit peu dans entre guillemets, l'intimité des gens et avoir une discussion qui permet de savoir un peu qui est la personne. Ouais, c'est vraiment intéressant. Là où je te disais que je vais contourner un peu ta question, c'est que le danger, c'est de vouloir recruter que des gens qui fit avec ton équipe. Et en fait, de ne pas être en capacité d'amener un peu de diversité et de savoir recruter que des gens qui se ressemblent. Moi, je sais que ça, c'est pas simple en fait à traiter. Tu peux rapidement te trouver avec que des gens qui ont le même âge, qui ont fait les mêmes types d'études, qui ont les mêmes types de vie. Et quelque part, ça peut amener un petit peu de tristesse, quoi, de ne pas être capable de... Tu vois, pour être très, très direct, savoir recruter dans une équipe marketing quelqu'un qui a 20-30 ans de métier alors que toute ton entreprise, toute ton équipe, elle a 26 ans de moyenne d'âge. Ah oui, c'est ça. C'est pas simple en fait. C'est pas simple, c'est ça, j'allais dire. Et c'est même pour toi, moi je me poserais beaucoup de questions à ta place si j'avais dans mon équipe marketing une moyenne d'âge de 26 ans et que j'ai un super candidat qui répond à tous les critères, mais qui a 15 ans de plus. Voilà, donc je pense que ça en fait, ça s'est dit assez tôt. Et si tes 15 premiers, ils se ressemblent tous et ils ont tous 25 ans, c'est presque trop tard, quoi. Alors que si dès le début, tu as été capable d'élargir un petit peu justement ta fourchette d'âge, ton type de personne,
c'est plus facile d'amener de la Ouais, diversité. ça peut être tout, les origines, la culture, Ouais, les styles aussi, les personnes, comment elles sont de manière générale. ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois totalement. Vraiment pas facile. C'est des sujets que moi qui m'intéressent beaucoup et j'aime bien avoir des insights, mais ceux que tu me donnes sont intéressants pour moi et j'espère qu'ils le seront aussi pour l'audience. Et je sais pas ce que j'allais dire là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, quand on fait un recrutement, il faut être clair sur quelles sont les valeurs de notre entreprise et est-ce que la personne, en quelque sorte, peut véhiculer ces valeurs aussi intégrées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu as Ouais, une valeur complètement. de croissance, si tu n'as pas une Ouais, personne qui est orientée croissance, c'est un peu dommage, quoi. ouais, ouais, complètement. Mm. Deuxième sujet, on va dire. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi aussi, c'était le sujet de l'externalisation. Donc, Ouais. tu m'avais dit que vous n'êtes pas forcément fan de tout ça, mais dans un sens, vous externalisez un tout petit peu certaines choses dans votre marketing. Tu parlais du paid social. Est-ce qu'il y a d'autres Mhm. choses que vous externalisez et d'autres choses que vous avez pensé à externaliser, mais que vous n'avez pas fait parce que vous pensez que c'était plus pertinent de le garder en interne? Ouais. Ouais, je te laisse y En répondre. fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que à la base, moi, je pensais justement que il fallait qu'on internalise pour maîtriser l'ensemble de ces sujets. Je me disais, voilà, dès qu'il y a un sujet, il faut qu'on le fasse en interne. Déjà parce qu'on sera fier de nous, de dire c'est du made in team marketing. Et puis aussi parce que ça permet vraiment voilà, d'avoir la main mise sur ces sujets. Sauf que je disais, les deux impacts que ça va avoir, c'est qu'il y a un moment donné où les gens vivent leur vie, certains quittent l'entreprise, et quand tu vois, je sais pas, mettons une personne en charge de l'événementiel, si tu lui as confié 100% de sa Ouais. stratégie événementielle, le jour où cette personne la part, en fait, elle part avec un savoir-faire, avec un réseau de prestataires, avec tout un tas de trucs qui fait que tu te sens démuni complètement, quoi. Ouais, je vois. Donc, voilà, il y a une partie du danger là-dessus qui est relativement importante à mon sens. Et puis après, en toute objectivité, si des prestataires existent, c'est qu'ils ont une expertise sur un sujet donné et qu'il faut savoir aussi aller chercher de temps en temps cette expertise-là. En fait, moi, j'estime qu'à un moment donné, voilà, dès que le sujet devient vraiment stratégique pour toi, alors tu l'internalises. Déjà parce que Ok. souvent, pour des raisons Ouais. financières, par exemple, le Ça coûte paid moins cher. marketing, ça Ouais. a été un peu ça. Nous, au début, on externalise, on bosse avec une agence, on se rend compte que financièrement, ça va commencer à nous coûter très cher de l'externaliser, que ça devient vraiment stratégique, voilà, on recrute quelqu'un et on lui confie cette mission-là parce qu'en plus de ça, c'est une belle mission. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on externalise, c'est les relations presse parce que c'est un métier de réseau et parce que pour le coup, c'est un métier qui s'externalise très facilement, soit avec des freelances, soit avec des agences RP. Et puis aussi, c'est un métier sur lequel c'est important, je pense, de fréquemment changer aussi ses prestataires parce que tu peux rapidement t'essouffler. Justement, tu vois, si tu internalises la relation presse, une fois que tu as fait tout ton carnet d'adresses, une fois que tu as mis voilà, pour moi, c'est bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui amène au-delà de la méthodo aussi un carnet d'adresses et une façon d'adresser ces contacts-là. Je te disais, donc on externalise une partie du paid marketing. En l'occurrence, c'est le social paid chez nous qu'on externalise parce que ça demande du temps, il faut créer tous les assets qui vont avec, et puis c'est une expertise qu'on n'a pas. Et après, ce qu'on va externaliser, en fait, c'est tous les sujets de débordement. C'est-à-dire que je te disais, aujourd'hui, on a un designer, une personne qui est capable de faire de l'intégration technique. Et de temps en temps, tu as des gros rushs et tu as plein de demandes design qui arrivent. Mais dans ce cas-là, il faut être capable de savoir s'appuyer sur un réseau de freelance. Typiquement, nous, on bosse avec Malte, qui est le site là, qui référence tous les freelanceurs en France. Je ne sais pas si tu as ça en Belgique aussi. Oui, enfin, en Belgique, je pense pas qu'à ça, mais je dirais en Malte, en tout Ouais, cas, c'est connu. ils sont connus. Mm. Donc, super boîte. Hein. Voilà, on sait que dès qu'on va avoir ce que moi j'appelle un débordement, c'est-à-dire plus de demandes que de capacité à offrir, alors on s'appuie sur des freelances. Et ça va être principalement le cas sur du design, un peu d'éditorial et de temps en temps un peu d'intégration technique. Ouais, je vois. Voilà. Ouais. Et dans ce cas-là, sur ces cas précis-là, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut externaliser des choses que tu as déjà fait en interne. Je donne un exemple hyper précis, tu vois, sur du design, par exemple. Il y a un moment donné où on avait plus de bande passante en design, on avait besoin de créer des nouveaux assets visuels, justement, pour du social media, tu vois, pour des ads Facebook, trucs D'accord. qu'on découvrait pour la première fois. Le réflexe numéro 1, ça a été par le designer de dire, ah bah tiens, ce truc-là, on va le filer à un freelanceur parce que j'ai pas le temps de le faire. Ouais. Moi, je dis non, je préfère justement que, vu que c'est un nouveau sujet, tu le prends en interne. Comme ça, toi, en fait, tu développes des compétences dessus. Est-ce que tu as l'habitude de designer? Typiquement, sur son sprint, il avait 3 landings, tu vois, à designer, des landing pages, des choses qu'il fait un peu à la volée, où la valeur stratégique, elle n'est pas ultra importante. Et bien ça, tu l'externalises. Parce que ça, déjà, tu sais bien briefer, parce que tu le fais au quotidien. Et Ouais. puis voilà, et au moins, on sait scaler un petit peu plus sur ce genre de sujet-là.
100% aligné. Donc en fait, tu vas externaliser, enfin de votre côté, vous allez externaliser des choses que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez, des choses qui n'ont Exactement. peut-être pas un super enjeu stratégique, enfin c'est pas le Oui, plus gros enjeu stratégique, oui, et des choses aussi, comme tu disais, que tu peux facilement externaliser, notamment, là tu as donné l'exemple des relations presse, c'est l'exemple le plus facile parce que c'est vrai que oui, c'est bien d'avoir des agences qui ont un gros carnet d'adresses et justement sur lesquels tu peux te reposer sur de long terme ou passer d'une agence à une autre, alors oui, que si tu l'internalises avec une personne ou deux, dès que la personne part, tu perds tout l'historique. ouais, Donc je vois totalement. Et puis ce dont tu parles pour externaliser, c'est-à-dire les publicités, le contenu, j'ai l'impression que vous ne l'externalisez pas trop à part un peu d'édito. Et le design, bah, c'est un peu ce qu'on externalise le plus. ouais. Très clair. Il y avait une autre question que j'allais te poser aussi, c'était tout ce qui était objectif. Donc est-ce que vous... bah, je sais que vous fixez des objectifs, bien sûr, mais est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour vous fixer des objectifs? Moi, j'aime bien les OKR. Enfin, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de startups qui aiment bien. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous êtes plutôt sur des objectifs à l'année ou au trimestre? En tout cas, comment est-ce que Ouais. vous bossez pour vous fixer des objectifs? Alors, on a aussi les OKR. Et en Ok, l'occurrence, je trouve qu'ils fonctionnent bien chez Penny Lane puisque c'est pas la méthodologie qui est appliquée de façon drastique. C'est-à-dire que c'est pas ok, les OKR que tu dois rentrer dans un outil qui font partie de ton pilotage quotidien, sur lequel tes entretiens annuels doivent être basés, sur lequel les objectifs doivent être fixés comme chez individuellement. Google. Voilà. Ouais. Ouais, Toi, t'es pas fan peut-être. de ça? De cette, tu trouves ça un peu trop, ça va un peu trop loin? Ou qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'en fait, ça vient forcément en complément d'une façon de donner des objectifs par métier. Et donc, Ok, c'est vu comme une sorte de charge de travail supplémentaire à la personne dire ah oui, il faut que j'aille mettre à jour mes OKR, il faut que je fasse ça. Enfin, je trouve que c'est vouloir vraiment imposer une méthodologie. ok, d'accord. Or, moi, ce que j'aime dans les OKR, c'est plutôt cette capacité à donner un cap sur une période donnée. Donner un cap, donner un focus. Et après, il se traduit dans une exécution, mais Avec tes chiffres. en fait, voilà, moi, mes OKR, j'ai pas besoin de les ouvrir tous les jours. Je vais les ouvrir. Donc, en l'occurrence, pour répondre un peu plus précisément à ta question, nous, on a des OKR qui sont annuels, des Ok, OKR corporate. ok, On revoit des OKR par trimestre à une échelle, tu vois, COMEX, qui doivent se traduire à une mise à jour des OKR par équipe de façon trimestrielle. ok, très Et clair. après, je demande à chaque pôle, moi, de mon équipe, de construire, de se rattacher à ces OKR trimestriels marketing, leurs OKR d'équipe. Et je m'arrête là. Ce que je demande après dans le quotidien des gens, c'est que les tâches sur lesquelles ils sont en train de travailler sont des tâches qui répondent à ces OKR-là. Si ça ne répond pas aux OKR, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler sur un truc qui n'est pas le focus qu'on a sur le mois en cours. Et en Ok, fait, c'est vraiment ça pour moi l'usage des OKR. C'est que quand tu as un collaborateur, soit qui dit j'ai trop de boulot en ce moment, à la bande passante, je ne sais pas quoi prioriser, et bien là on dit bah attends, on avait dit quoi en début de quarter, c'était quoi notre focus? Tiens, ben regarde, le truc que tu estimes comme étant le prioritaire, en fait, c'est un truc on n'en parlait même pas il y a un mois. Donc déjà, on va répondre à ce qu'on avait vraiment mis sur la feuille de route, quoi. ouais. Ou alors, à contrario, quand tu as un collaborateur qui est un peu perdu, qui dit en ce moment, je ne sais pas trop sur quoi travailler, voilà, bah, tu lui dis, bah, regarde, là, il faut qu'on exécute ces projets-là, donc allons-y. Donc moi, les Ouais, je OKR, vois. c'est vraiment le cap, la feuille de route sur des sujets euh, voilà, bien propres à l'équipe marketing que je réajuste chaque trimestre et que je présente aux équipes chaque trimestre et qui sont aussi visibles par les autres équipes de la boîte pour un peu comprendre ce sur quoi chacun travaille. Donc, Attends, pour bien comprendre, donc tu as un OKR corporate qui est fixé par tu le en as management. plusieurs, tu en as trois. Plusieurs, pardon, tu en Ouais, as trois. ouais, C'est ça, c'est ce qu'on dit un peu, c'est vraiment un peu ce qu'il ne faut pas en avoir trop non plus. Puis oui, après, tu as des OKR par équipe. oui, Donc, par exemple, les OKR pour l'équipe marketing. tout à Et fait. là, à ce moment-là, c'est toi qui vas les piloter, qui va les suivre. Et chaque personne va avoir des projets qui sont reliés à ces OKR. Est-ce que c'est Alors, ça ou est-ce que je me trompe? il y a une petite étape en plus, c'est donc moi j'ai les OKR marketing, et au Voilà, sein des pardon. OKR marketing, il va y Ouais. avoir les OKR de la team growth, les OKR du Voilà, branding, voilà. ok. Mais par contre, individuellement, les gens n'ont pas d'OKR. Voilà, les Moi, gens mon n'ont pas fonctionnement, ouais, à une échelle opérationnelle, on fonctionne par sprint, mes fameux sprints de 2 semaines, où on rattache Ouais, des projets, et ces projets-là sont en lien avec les OKR. très clair. Ouais, mais Voilà. c'est comme ça que je vois la chose aussi. C'est qu'en effet, tu as des sprints qui sont reliés à des projets qui sont eux-mêmes, enfin, les projets qui sont eux-mêmes reliés Ouais. aux OKR d'équipe, de l'équipe marketing. Voilà. Parce que Et ça, sinon, je me retrouve avec des gens qui me disent ah oui, c'est vrai, il faut que ça je peut mette à tuer la jour tête. mes trucs Ouais, ouais, Notion sur le sprint. Ah, faut aussi que j'aille mettre à jour mes OKR. c'est Je clair. passe plus Ouais, de ouais. temps à piloter qu'à faire et c'est pas bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que je m'étais posé la question d'avoir des objectifs individuels parce que, bah voilà, ce que j'avais lu dans un livre qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, c'est le livre qui parle des OKR pour Ouais, les méthodes je de l'ai entre les Google. mains. Enfin bref, Ouais. attends, je retrouve le livre là.
Measure What Matters, un truc comme ça. Bref, je sais plus exactement Ok. c'est quoi. Mais c'est un bon livre, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Mais je pense que ça fonctionne mieux pour des entreprises comme Google, en tout cas des entreprises où ils sont déjà plus de Alors, 500. Vas-y, franchement, dis-moi. moi, je ne l'ai pas encore rencontré l'entreprise qui m'a dit on a mis en place les OKR avec la méthodologie full Ouais, et ça se passe bien. À chaque fois, c'est les clair. gens qui te disent ça, c'est des gens qui sont en COMEX ou qui sont sur les postes on va dire, de direction RH, trucs comme Oui, ça, et donc qui sont à l'initiative et qui pensent que ça se passe bien. Et quand on parle aux gens qui le vivent en interne, ils te disent non, mais c'est on n'en l'enfer, peut ouais. plus de ce truc-là, quoi. Ok, Et je là, vois. chez Penny Lane, je t'avoue que la méthodologie, de façon assez light, qui permet d'avoir le cap, Ouais. elle fonctionne bien. Ça reste Ça se light. passe Vous sur avez... Notion, tu vois. Ouais. Encore une fois, on n'a Ouais, pas pareil. rajouté. Moi, je sais qu'il y a des outils qui sont spécialisés là-dedans, des Oui, je lattices ou sais. des trucs comme ça. Mm. Voilà, c'est pareil. Non, tu rajoutes pas. Enfin, tu ne rajoutes pas un outil supplémentaire juste pour aller piloter des choses, alors que tu as déjà des choses qui existent a priori. Ah non, moi aussi, les OKR sont dans Notion, mais comme tu dis, avoir 3 OKR corporate, c'est pas mal. En plus de ça, vous êtes pas, enfin, vous êtes responsable de ça, mais il n'y a pas que vous qui êtes responsable de ça. Donc ça met moins Ouais, un peu la pression. Vous, je suppose que vous regardez que vos OKR marketing et que chaque équipe, finalement, a que 1 ou 2 OKR à regarder, si je comprends ouais, bien. ouais, Ok. exactement. Bon, bah, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment intéressant d'avoir cette discussion parce que bon, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que je me rends compte aussi que quand on est trop dedans, on finit par passer son temps à regarder, enfin, à fixer des objectifs, à lier des Ouais, projets à ces objectifs et on s'y perd un peu. ouais. Top. Écoute, j'ai 2 dernières questions, mais on les a déjà un peu abordées. C'est la partie rituel. Tu me parlais du fait que vous avez déjà des rituels et habitudes. Moi, dans mes questions, je voulais te poser justement si vous avez des rituels et habitudes particulières pour collaborer tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu as comme rituel, mais qu'on n'a pas parlé, ou est-ce que c'est déjà tout? Non, écoute, voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, ça, c'est ces sprints qui viennent vraiment Ok. rythmer notre façon de fonctionner. Et puis l'importance de ces rituels physiques, même quand tu es une boîte qui est hybride. Nous, on se voit quand même beaucoup. Enfin, on a des temps pour se voir en physique et pour passer pas mal de temps off ensemble. Et c'est hyper important qu'ils soient dans ces agendas, ces temps-là. Ok. Et puis après, il y a aussi les meetings hebdo. Et j'allais dire, les meetings trimestriels, pour vous, c'est ça, c'est les Tech Days. Les meetings, Même pas, enfin, c'est pas des meetings, les Tech Days. C'est plus, voilà, on sait qu'on est tous dans les bureaux. On fait venir ouais. un ou deux speakers un peu externes. Tu vois, pour être très concret avec toi, il y a eu un speaker. On a Sequoia Investissement qui est au capital de Penny Lane. Il y a un des VC de Sequoia qui est venu pour un peu parler avec nous. On a fait venir le CTO de Pipedrive, qui est une belle boîte, pour avoir un peu un talk technique avec l'équipe technique. Il se passe ça, tu vois, on diffuse pas Oui. l'information de D'accord, je vois. la data parce que la data, on l'a tous accessible dans Notion. Et deux, on a nos calls tous les lundis avec toute la boîte qui permet d'avoir ces éléments-là. Ok, je vois. Il n'y a pas de rétention Très clair. d'infos, de trucs, machin, qui font qu'à un instant T, on a besoin de réunir la boîte pour leur donner l'info. L'info, on la donne au quotidien Ouais, et à totale la semaine transparence. finalement. À la semaine, Ouais, ouais, ouais. quotidiennement, on peut y accéder. Ouais, C'est vrai que ça évite d'avoir les structures un peu, pas vieilles, mais en tout cas où tu sais rien de ce qui se passe pendant 3 mois et puis après 3 mois, on te dit voilà ce qui s'est passé en termes de résultats. Ce qui est un peu ouais, dommage. Alors que là, bon, tout est accessible en direct via Notion ou un autre outil. ouais, Eh bien justement, le stack d'outils techniques, donc tu m'as parlé de Notion et de ouais. Slack. Est-ce que vous avez d'autres outils techniques que vous utilisez en interne pour gérer que ce soit des campagnes, des projets internes, vos prospects? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la dernière question. Oui, oui, oui. Alors, bah, notre équipe grosse, tu vois, elle va pas mal travailler. Donc, notre CRM, c'est HubSpot, aussi bien côté sales que côté marketing. On est en train de basculer sur un Salesforce côté sales, mais on restera sur HubSpot côté marketing. Mhm. Voilà, on utilise pas mal Metabase pour toute la partie analytique, euh, de manière à vraiment pouvoir avoir une vue centralisée de l'ensemble des données, qu'elles viennent de n'importe quelle plateforme. Euh, Après, il y a plein de petits outils techniques. Tu vois, on va utiliser, je sais pas, des Contentful, des choses de ce type-là pour être assez agile et avoir de la scalabilité dans notre développement technique. Si je te parle plus de l'équipe branding, on est des gros utilisateurs de Figma qui permet de designer de façon collaborative et partagée. Ok, ça c'est intéressant. Voilà. Qui permet vraiment oui, de rendre accessible des templates, des projets créatifs, d'itérer dessus, de partager en équipe et ça fonctionne bien. Et puis après, comme je te citais, d'un point de vue plus organisation du travail, c'est Notion et Slack qui sont au centre de l'organisation. D'accord. Et pour l'équipe Growth, il y a un autre outil, Data Studio peut-être, ou d'autres outils pour piloter toutes les campagnes dans un seul endroit? C'est un peu utopique. On ne peut pas piloter toutes les campagnes dans un seul endroit. Enfin, je Il y veux a du dire, hubs. voir les résultats, tu vois, avec Ouais, bah, les résultats, ça va être dans Metabase, qui est un peu qui est un data Metabase. studio, hein, ouais, ouais, Ok. qui permet vraiment d'avoir la data qui descend de façon unifiée. Ok.
Top, Même très si clair. HubSpot est relativement propre sur les dashboards, mais dès que tu veux vraiment coupler ça avec des données qui ne sont pas dans HubSpot, eh ben, on a besoin d'aller justement chercher des outils Data Studio, Metabase ou autres pour pouvoir faire le job. Ouais, dans HubSpot, tu as les données Google et Facebook qui remontent, mais pas genre couplées, genre séparément. Ouais, ou pas forcément associé à des données économiques ou à des données qui vont En venir plus. de ton propre outil, tu vois, ou de notre propre plateforme d'un point de vue user. Ouais. Donc, voilà, il y a besoin de centraliser tout ça. Alors que Metabase le fait. Alors que plein d'autres outils de BI permettent de le faire. C'est leur value propre, c'est celle-ci, c'est de réunir toutes les datas venant de différents outils pour avoir des dashboards uniques. Ok. Du coup, question de fin, comme je te disais, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce que toi, tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs? Ça peut être lié au marketing ou à d'autres choses. Ouais, d'un point de vue vraiment métier, moi, j'aime bien ce que fait Sastre et son blog. Sastre, S-A-A-S-T-R, qui a la grosse pour les SaaS. conférence Sastre et qui a un blog, du coup, il produit des contenus. Je trouve que pour le coup, il y a vraiment des contenus à haute valeur ajoutée sur l'industrie du SaaS. Ok. C'est pas des... voilà, c'est des gens qui ont vraiment vu le métier, qui n'ont pas juste 2-3 ans d'expérience, qui s'expriment. Et il parle de sujets assez techniques d'un point de vue pilotage marketing. Donc, je recommande, il y a pas mal de choses là-dessus. Top. Et après, alors des podcasts, j'en écoute pas mal. J'en ai pas forcément là à recommander. Et puis on va se focaliser sur le tien. Un bouquin, pareil, j'en ai lu quelques-uns. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Je vais parler de celui-là parce que ça reflète aussi un peu ma façon de manager, justement, pour du management. C'est la biographie de Claude Onesta. Je sais pas si toi, tu connais en tant que Belge. Ça a été pendant très longtemps l'entraîneur de l'équipe de France de handball. Et qui du coup a écrit un bouquin sur comment est-ce qu'il a construit son équipe, comment est-ce qu'il l'a coaché au quotidien pour l'emmener sur les sommets du hand mondial. Et en fait, les parallèles avec le management sont juste énormissimes. C'est vrai ? Et comment est-ce que tu construis une équipe justement basée sur des gens qui ont plein des historiques différents, des gens qui sont là depuis très longtemps, comment tu amènes de la jeunesse dans une équipe, comment tu amènes un top player dans une équipe sans forcément le mettre tout de suite sur le devant de la scène, comment tu gères les succès, comment tu gères les échecs. Et moi, j'adore en fait se parler avec le sport. Pour moi, pareil, j'adore. Être dans la croissance d'une boîte, c'est ça. C'est en fait, tu cours après des objectifs, voilà. c'est du sport. Ouais. C'est du sport. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime bien aussi m'en inspirer. Et donc, tu vois, je vais pas te citer un bouquin professionnel qui a déjà dû pas mal être cité, mais des petites biographies ou encore la dernière biographie de Michael Jordan qui sur le leadership est aussi monstrueuse. Tout comme la série Netflix, d'ailleurs. Elle est géniale. Ouais, tu sais, quand tu parlais, je pensais exactement ça. Je pensais pas à Michael Jordan en particulier. Je pensais à Phil Jackson, le coach. Mais mon Dieu, pour gérer des égos pareils et surtout pour gérer Michael Jordan qui voulait tout scorer à chaque fois et qui voulait prendre le lead voilà, de tout. Donc, c'était pas facile. à des managers ou des futurs managers, je trouve ça super intéressant de s'inspirer du milieu sportif. Je trouve aussi. Voilà. Ok, bah écoute, j'ai regardé pendant que tu parlais, Claude Onesta biographie, j'ai pas vraiment trouvé le livre en lui-même, mais je suppose que si on tape son nom et la biographie, on peut trouver. Ça date de quelques années. Ouais. Mais je ne m'y connais pas trop en handball, donc je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment réalisé, s'ils ont gagné beaucoup de championnats. Champion d'Europe, champion du monde, Jeux Olympiques. Plusieurs fois, c'est pas juste une fois, quoi. Belle dynastie. Dernièrement, j'allais te demander, toi, quels sont les 3 outils que tu recommandes à nos auditeurs pour collaborer à plusieurs dans le département marketing. Donc, on en a déjà beaucoup parlé, mais je suppose que tu vas me donner un peu ton petit favori. Pour collaborer, on a tellement parlé de Notion que je ne vais pas parler de Notion, je vais parler de Figma, qui est un outil, tu vois, de designer, mais en fait, il est génial parce qu'il permet d'avoir quand même de donner de l'autonomie créative à des gens qui ne sont pas des créateurs et surtout de collaborer autour de sujets créatifs. Tu vois, typiquement, quand tu produis une landing, tu n'as pas besoin d'avoir un Photoshop ou je ne sais pas quel outil sur chacun des ordinateurs, mais tout le monde peut aller sur le Figma, le commenter, itérer dessus. Et moi, je sais que j'ai toujours 2 onglets d'ouvert sur mon ordinateur, 3. Il y a le Slack, le Notion et il y a Figma, où je peux suivre en live les projets sur lesquels bosse le créa. Je vois même sa souris bouger, tu vois, en ce moment, quand le projet sur lequel il est. Ouais. Et nous qui avons une vision du marketing assez orientée quand même sur le design et sur les créas, quoi.
Alors, je suis dessus, ça a l'air d'être top. Donc, en gros, c'est une sorte de Canva, mais sauf que c'est collaboratif et que tu vois, c'est comme tu dis, ce que le designer fait en direct. Ouais. Mais c'est aussi bien que Photoshop en termes de Photoshop et quand je sais pas encore les autres outils d'InDesign pour faire des visuels, ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités en moins? Je ne suis pas un puriste et les puristes diront certainement que non, c'est pas à la hauteur. Mais en tout cas, tu peux, ça fait le job, ouais. tu peux faire des visuels, tu peux faire des landings, tu peux faire beaucoup de choses. Et puis, C'est c'est ce vraiment top. concept aussi de la création en mode sans limite. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres une page sur laquelle tu peux designer à l'infini. Donc, tu peux aussi très facilement designer justement des parcours utilisateurs dessus avec différentes landings où tu as les différentes pages que tu mets les unes à côté des autres. Tu peux après jouer les scénarios. C'est très orienté aussi web design. Donc, voilà, mon designer Benjamin en parlera beaucoup mieux que moi, mais moi en tout cas, j'apprécie pouvoir collaborer avec des équipes de design sur cet outil-là. Ouais, parce que eux ils font les designs de tout, des landing pages, des visuels, et puis après les landing pages, je suppose qu'il faut ensuite les développer par l'équipe tech. Ouais, exactement. Ouais. Très clair, ça marche. T'en as deux autres à part Notion, Slack, bon c'est le classique. Est-ce qu'il y en a deux autres qui se démarquent? Je t'ai pas obligé de les avoir, hein. Si tu les as pas, il n'y a pas de souci. Franchement, non, je vais pas en inventer. Non. Pas de souci. Ok, bah écoute, on en a terminé pour cette interview. C'était top, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter si on veut te poser des questions ou même rejoindre ton équipe, hein, pourquoi pas? Ouais, en ligne, assez banalement sur LinkedIn, Maxime Baumard, vous me retrouvez, n'hésitez pas à me contacter. Et puis après, moi je suis basé à Nantes et je bosse à Nantes depuis un coworking qui s'appelle le Palace. Donc s'il y a des gens qui passent dans l'ouest de la France par Nantes, n'hésitez pas à pinguer, avec plaisir pour partager un café ensemble. Et puis à Paris, assez fréquemment. Donc pareil, toujours hyper ouvert pour échanger avec des pairs. Donc s'il y a des gens qui ont envie de parler marketing, avec grand plaisir. Écoute, c'est top. C'est enregistré, donc merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Encore une super conversation pour moi, où j'ai personnellement appris beaucoup de choses sur la gestion d'une équipe marketing. C'était super inspirant et je suis sûr que vous en retirez des bons conseils pour structurer votre équipe ou à minima votre département marketing. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors 2 fois par semaine. Ça vous prend juste 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.